Marine Le Pen est l'invitée d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je crois qu'on regarde ensemble cette image. C'est une des images de la nuit. Ce sont des migrants qui arrivent en Grèce, au Pirée plus précisément. C'est un ferry qui arrive et regardez ces images qui sont juste là. Voilà. Et ce sont ces centaines de personnes qui descendent de ce bateau et qui entrent dans l'Union européenne. Je voudrais simplement vous demander ce que vous inspire cette image. Elle m'inspire évidemment beaucoup d'inquiétude. Car ils ne sont que le début de la vague. Il faut quand même que nos dirigeants comprennent bien qu'à partir du moment où on accepte un clandestin sur le territoire de l'Union européenne, ce sont 2 ou 3 qui se préparent à venir, car le signal, il est entendu de l'autre côté de la Méditerranée, que si on arrive de manière clandestine, qu'on arrive à poser le pied dans l'Union européenne, alors on pourra venir s'installer où l'on veut. Et si possible d'ailleurs en France, où les conditions d'accueil sont extrêmement généreuses. Je suis terrifié, moi, du laxisme de nos gouvernants. Je suis extrêmement inquiète. Car, encore une fois, d'après les échos que nous avons, et notamment des pays comme l'Égypte, ce sont près d'1,5 million de personnes qui souhaitent venir dans l'Union européenne. Or, avec Schengen et la disparition des frontières intérieures de l'Union européenne, eh bien, il n'y a aujourd'hui plus aucun moyen, physiquement en quelque sorte, de s'opposer à ces arrivées massives. Il faut rétablir nos frontières nationales. D'urgence, c'est la condition préalable. Et puis après, il faudra mettre en place une politique dissuasive d'immigration. Ouais. On va écouter ensemble ce que disait Manuel Valls hier à La Rochelle. Justement, alors, si on écoute bien ce que dit le Premier ministre, il y a migrants et migrants. Écoutez. Ceux qui fuient les guerres, les persécutions, la torture, les dictatures doivent être accueillis. C'est un principe universel qui fonde l'humanité. Et donc, chaque demande d'asile doit être examinée et rapidement. Est-ce que vous aussi vous faites cette distinction ? Non mais le problème, c'est que le droit d'asile, en réalité, est devenu tellement souple qu'il est devenu une nouvelle filière d'immigration clandestine. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce dont M. Valls ne parle pas, et c'est vrai que c'est pas très glorieux pour lui, ni d'ailleurs pour son prédécesseur, car sous le mandat de Nicolas Sarkozy, la situation était la même. C'est que il y a seulement une toute petite partie de gens qui obtiennent le droit d'asile. Il y a des milliers de déboutés du droit d'asile, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans les critères dont il parle dans son discours. Or, il faut bien que les Français sachent que sur ces milliers, peut-être même dizaines de milliers qui n'obtiennent pas le droit d'asile, 1% seulement sont renvoyés dans leur pays d'origine. Et donc c'est ce laxisme-là, c'est cette complaisance-là qui, encore une fois, suscite ces vagues d'immigration et suscite aussi, il faut bien le dire, les drames que nous voyons quotidiennement, que ce soit les noyés au milieu de la Méditerranée ou ceux qui meurent dans les cargaisons des camions. Vous disiez à l'instant il faut rétablir les frontières. On va regarder ensemble une autre image. Ça se passe en Hongrie. C'est ce fameux mur, ces barbelés qui ont été installés. Mais on voit bien d'ailleurs, on va le constater tout de suite, que ça ne marche pas, que les gens passent à travers. Il n'y a jamais eu autant de murs que depuis qu'il n'y a plus de frontières. Ça vous interpelle pas ? Je veux dire, les pays de plus en plus nombreux tentent de reconstruire des frontières physiques parce qu'ils n'ont plus politiquement les moyens de maintenir leurs frontières. Donc le meilleur moyen dans ces cas-là, c'est de constater qu'un pays et un pays souverain a besoin de maîtriser ses frontières. Mais il a aussi besoin de ne pas mettre en place une politique incitative à l'immigration. Si vous êtes clandestin, et entendez-moi bien, et que vous savez... Pardon de vous interrompre, mais regardez. Voilà ce que ça donne les barbelés de Hongrie. Mais je suis d'accord, mais la Hongrie est confrontée à un problème tout à fait nouveau, qu'elle a probablement du mal à maîtriser. La France est confrontée à ce problème depuis de très nombreuses années. Si vous savez que quand vous êtes clandestin, que vous avez 4 chances sur 5 de pouvoir rester dans le pays où vous n'avez pas le droit d'être, que vous avez une chance sur 2 d'être régularisé, et quand vous êtes régularisé, une chance sur 2 d'être naturalisé, est-ce que vous ne croyez pas que c'est ça qui constitue un appel irrépressible en quelque sorte à l'immigration? Et moi je le redis de la manière la plus claire, moi je n'en veux pas
à ces immigrés. Moi, j'en veux à ceux qui les font venir. J'en veux à nos dirigeants politiques. Car je conçois tout à fait que l'on cherche une vie meilleure. L'immense majorité, vous savez, de ces gens qui arrivent ne sont pas des réfugiés politiques. Il faut arrêter de raconter des histoires aux Français. Ce sont ce qu'on appelle des réfugiés. Ceux qui fuient la Syrie, par exemple, ils sont extrêmement nombreux. Mais excusez-moi, mais attention quand même. Ceux qui fuient la Syrie de Bachar el-Assad. Oui, ils fuient une guerre civile. Ah oui, d'accord. Parce que si on s'en tient aux critères de l'asile, il faut être persécuté par le gouvernement en place. Ceux qui sont actuellement combattus par le gouvernement en place, ce sont les fondamentalistes islamistes. Alors vous voyez qu'avec ce genre de critères, on se prépare peut-être des lendemains qui déchantent. Alors revenons à vos solutions. Vous disiez tout à l'heure, il faut fermer les frontières. Non, j'ai dit il faut contrôler nos frontières. Contrôler les frontières. Comment faites-vous pour contrôler les milliers de kilomètres de frontières du territoire français? Concrètement, comment ça se passerait? Concrètement, je vais vous donner un exemple simple. Vous avez pris probablement le train qui va de France en Grande-Bretagne. Vous passez une douane et on surveille vos bagages. Eh bien, s'il y avait eu ça, voyez-vous, entre, par exemple, la Belgique et la France, eh bien, nous n'aurions pas eu le drame évité de justesse du Thalys. Alors évidemment, on n'empêche pas tout, mais on empêche quand même une grande partie. On surveille évidemment les armes qui transitent avec la plus grande des facilités aujourd'hui d'une frontière à l'autre, les mafias en tout genre. Voilà. Et encore une fois, on couple ça avec une politique dissuasive d'immigration. On arrête tout ce qui fait venir les clandestins en France. C'est-à-dire qu'on arrête l'aide médicale d'État qui fait aujourd'hui, et c'est un scandale, il faut l'admettre, qu'un clandestin qui n'a pas le droit d'être ici, eh bien, est pris en charge gratuitement alors qu'un Français ne l'est pas. Elle est là la réalité, y compris un Français qui cotise d'ailleurs et qui a cotisé pendant des années. Et ça, c'est une injustice que moi, je n'admets pas. On arrête l'école gratuite pour les enfants, on arrête les logements d'urgence parce qu'ils sont saturés et que nous n'arrivons même plus à loger nos propres pauvres. Qu'est-ce qu'on en fait de ces enfants? Nos propres pauvres. Mais les enfants, ils repartent avec leurs parents. On a déjà eu cette conversation ensemble. Voilà. Vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit. Nous sommes souverains, nous sommes libres dans notre pays de décider qui vient et qui se maintient. Et excusez-moi, mais quand vous voyez la position de l'UMP et du PS, est-ce que vous vous rendez compte que lorsque j'ai réclamé que les étrangers fichés pour leur proximité avec le fondamentalisme islamiste soient expulsés et interdits du territoire, l'UMP, par la voix de M. Châtel, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, et par la voix de M. Combendit, se sont scandalisés? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on veut imposer aux Français d'accepter sur le territoire, peut-être même d'aider financièrement, de laisser un accès aux soins à des gens qui sont fichés pour leur relation avec le fondamentaliste islamiste? Mais c'est fou. Donc il faut de la fermeté, il faut de la rigueur, et je vais vous dire, il faut surtout du bon sens. Comment expliquez-vous la différence entre votre discours et le mouvement qui est né en Allemagne, où des médias, des personnalités s'engagent pour offrir l'hospitalité à ces réfugiés? Et là-bas, on parle de 800 000 migrants pour les 12 mois qui viennent. D'abord, permettez-moi de vous dire que je pense qu'il y a une grande partie de l'Allemagne aujourd'hui, et probablement surtout demain, qui sont opposés à cet appel de Mme Merkel. Mme Merkel ne représente pas 100% du peuple allemand, on est bien d'accord. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, l'Allemagne a toujours choisi son immigration. Aujourd'hui, elle voit là, après tout, une source pour peser à la baisse sur les salaires, ce contre quoi se battent les syndicats allemands, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des syndicats français. C'est assez intéressant de voir cette différence. Donc ils y voient un intérêt économique pour pallier à leur déficit démographique, pour parler... Mais ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça ne me regarde pas. Ce que je ne veux pas, c'est que les 800 000 personnes que l'Allemagne va accueillir puissent venir demain, parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant dans l'Union européenne, grâce à Schengen, s'installer en France et être supportées par l'ensemble de la communauté nationale à qui on n'a pas demandé son avis. Marine Le Pen, on va connaître aujourd'hui ou demain le nom du nouveau ministre du Travail. Alors, ça pourrait se jouer entre Bruno Le Roux, Alain Vidalis et Jean-Marc Germain. Vous avez un candidat préféré pour ce poste qui est quand même très important? Non mais écoutez, aujourd'hui c'est un poste qui consiste à venir tous les mois pour expliquer que la hausse du chômage est une baisse. Voilà, bon. Donc le ministre du Travail ne fait strictement rien. Bon, puisqu'on parle du travail, d'ailleurs, permettez-moi de revenir sur un événement qui n'est pas si anecdotique que cela, qui est celui du problème des travailleurs détachés, où le Parti socialiste s'est retrouvé à demander à son prestataire de licencier les travailleurs détachés. Mais pourquoi ?
il faut que les socialistes soient cohérents. Ils ont voté cette directive détachement des travailleurs, ainsi que l'UMP. Alors, ils l'ont voté, ils l'imposent aux Français, ils imposent à des chômeurs de regarder passer des gens qui viennent travailler à bas coût dans notre pays, à leur place. Il faut dire les choses quand même. Et lorsque ça se voit, ils disent « Ah, mais c'est scandaleux, non, c'est pas nous, c'est notre prestataire ». Mais vous voyez, je veux dire, ce cynisme, je ne le supporte plus, et les Français ne le supportent plus. Je veux dire, cette hypocrisie, elle est aujourd'hui inadmissible. Alors moi, je vous le dis clairement, la première des choses que je ferai, et que ferait mon ministre du Travail, c'est justement de supprimer cette directive détachement des travailleurs, qui fait qu'on organise sur notre territoire un dumping social au détriment de nos travailleurs. Bien, on parle du Front National. Vous avez entendu ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen ce week-end au sujet de votre rentrée politique? Pas du tout. Il a déclaré, il y a dans son discours, le vôtre, une proportion moins importante de ce qu'étaient les fondamentaux du Front National depuis des décennies. Oui, mais je sais que Comment réagissez-vous à cela? Mais je n'ai pas de réaction. Pourquoi? Mais parce que pour moi, la page est tournée. Je veux dire, 94% des adhérents du Front National ont voté et ont dit dans ce vote: un, nous ne voulons pas être ramenés, résumés aux provocations de Jean-Marie Le Pen. Et deux, nous faisons confiance à la ligne politique de Marine Le Pen. Ça, c'est la vie interne du parti. Donc la ligne politique. Enfin, il existe encore. Non, il a le droit de s'exprimer. Et... Il dit ce qu'il veut, monsieur. Il n'intéresse que les journalistes, je vais vous dire, car je crois que les Français sont intéressés par des sujets bien plus importants que cela. Le chômage, l'insécurité, le terrorisme, l'immigration, l'école, sa parole ne vaut plus rien. Non, c'est pas qu'elle ne vaut plus rien, il peut s'exprimer. Mais moi, je ne suis pas obligé de m'exprimer sur sa parole. Vous le faites largement assez. Vous avez le droit de ne pas vous exprimer. Moi, j'ai le droit de vous poser des questions sur ce sujet. Ça me paraît important. J'ai une ligne politique. Elle a été choisie par les adhérents 2 fois de suite. La confiance des adhérents a été réitérée par ce vote à 94%. Donc, je défends les idées politiques des adhérents du mouvement que je préside, et je parle aux Français, aux électeurs, parce qu'ils attendent des solutions, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement actuel, pas plus d'ailleurs que le précédent, ne leur en apporte. Comment ça se fait que vous n'avez pas réussi à éteindre cet incendie? Mais quel incendie? De quel incendie parlez-vous? L'incendie de ce feuilleton interminable. Mais c'est vous qui faites le feuilleton. Et ce qui est malheureux, c'est que vous le fabriquez. C'est moi qui ai parlé ce week-end à votre sujet, c'est bien lui. Non, mais ce sont vous les auriez médias. pu. Les médias font le feuilleton et ils le regardent. Mais il faut que les médias comprennent qu'ils sont les seuls téléspectateurs de ce feuilleton. Ça se passe pas comme ça. Si. C'est Jean-Marie Le Pen lui-même qui s'exprime. Non, mais il ne prend pas d'assaut vos plateaux de télévision. Non. Il ne prend pas d'assaut les colonnes des journaux. Il n'a jamais été, je vais vous dire, il n'a jamais été aussi invité et aussi interviewé que pour dire du mal du mouvement qu'il a présidé pendant 40 ans. Bon, personne n'est dupe, passons à autre chose. Qu'est-ce qui va se passer s'il vient le week-end prochain à Marseille? Écoutez, stop. Vous allez lui interdire de rentrer? Non mais écoutez, stop, honnêtement. Ah, c'est vous qui décidez maintenant quand on enchaîne ou pas les mais sujets? je décide quand j'ai envie de vous répondre ou pas. Ah oui, ça d'accord, mais c'est moi qui peux encore décider des questions. Stop. Voilà. Moi, je voudrais qu'on parle de l'école. Il y a eu une rentrée scolaire, là. C'est prévu. Je vous pose encore une question qui me paraît importante sur ce sujet. Après, on peut parler de l'école si vous voulez. Mais que va-t-il se passer s'il vient le week-end prochain à Marseille, à l'université d'été du Front National, qui est un rendez-vous important pour vous? Pourquoi viendrait-il? Écoutez le discours de Marine Le Pen, qui l'agonie d'injures, à qui il trouve tous les défauts de la terre, et dont il a publiquement déclaré qu'il ne souhaitait pas la victoire à l'élection présidentielle de 2017. Alors vous avez vous-même répondu. Ce sera donc pour créer un incident médiatique. Ce sera pour créer un incident médiatique. Et je crois que, encore une fois, il faut avoir une très haute idée de soi-même quand même pour chercher un incident médiatique dont le but est de parasiter un discours qui doit parler aux Français, qui doit leur exprimer les dangers qui pèsent sur eux et leur apporter les solutions pour sortir la France de la crise. Quand il y a un conflit comme ça arrive après tout, que ce soit dans une famille ou ailleurs, il y a des négociations, des discussions en coulisses. Ça n'existe pas entre vous. Pardon, mais est-ce que le dialogue est rompu au point que ça n'existe plus? Il n'y a plus de contact entre vous et lui? Mais si une solution amiable avait pu être trouvée, c'est bien ça dont il s'agit. Nous ne serions pas aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes. Si Jean-Marie Le Pen avait été raisonnable, s'il avait pris de la hauteur, s'il s'était comporté en véritable président d'honneur, c'est-à-dire quelqu'un qui d'abord respecte la ligne, respecte la volonté des adhérents, car la démocratie interne, c'est aussi important que la démocratie dans le cadre de la nation.
Il n'a pas été raisonnable, il n'a pas pris cette hauteur. Nous en sommes, encore une fois, pas de gaieté de cœur arrivés à cette situation. Les 850 000 enseignants retrouvent leur établissement ce matin. Najat Vallaud-Belkacem dit qu'elle maintient le cap sur sa réforme du collège. Elle a raison de tenir sur ce sujet ? Vous plaisantez, cette réforme du collège est une véritable catastrophe. C'est l'abandon de tout ce qui a fait l'école. C'est l'oubli de l'exigence de redressement de l'école. Il y aura de plus en plus d'élèves qui sortiront sans savoir lire, sans savoir écrire et sans savoir compter. Et on ne parle pas d'ailleurs de la réforme des rythmes scolaires, ça fait 1 an. Bon, eh bien c'est un échec total. Voilà, c'est un échec total. C'est le désordre organisé à l'école. Ça a mis les communes dans des situations extrêmement difficiles. Ça a désanctuarisé l'école. Voilà, et à chaque fois que Mme Najat Vallaud-Belkacem fait une réforme, à chaque fois, c'est au détriment du niveau, au détriment des élèves et donc au détriment des professeurs. Toujours à propos de l'éducation nationale, avez-vous entendu cette proposition d'Alain Juppé qui veut augmenter de 10% la rémunération des enseignants ? C'est quelque chose qui vous paraît justifié ? Mais écoutez, est-ce que... Je sais bien qu'on est en période électorale et que M. Juppé, comme d'autres l'ont fait avant lui, cherche à obtenir en quelque sorte la complaisance du corps enseignant en les achetant avec 10% d'augmentation. Moi, je veux dire ce que je pense qu'attendent les enseignants. Ils attendent qu'on leur donne les moyens, que les enfants qu'on leur confie sortent en sachant lire, écrire et compter. Quand des enseignants gagnent moins de 2 000 € au bout de 12 ou 15 ans de carrière... Oui, mais vous avez raison, ils ont des salaires qui sont faibles. Mais ce qu'ils veulent, c'est travailler dans la sécurité. Ce qu'ils veulent, c'est aller à l'école sans avoir la peur au ventre, voilà, sans avoir peur de l'incident dans leur classe. Ils veulent être soutenus par leur hiérarchie, qui en règle générale les largue, les lâche dès qu'il y a la moindre difficulté. Ils veulent qu'on leur redonne leur respect. Voilà, dû à l'enseignant. Et aujourd'hui, ça n'est pas ce qu'ils ont. Et s'ils n'ont pas tout ça, vous aurez beau augmenter de 10% leurs revenus, hélas, beaucoup s'écarteront de cette mission. Juste un mot sur Sciences Po. Vous avez entendu que 4 étudiants de Sciences Po veulent créer un bureau du Front National. Alors ça fait une révolution dans la prestigieuse école. Vous les soutenez ? Bien sûr, je les soutiens. Et pourquoi ils n'auraient pas le droit, au même titre que les autres formations politiques, d'avoir des représentants organisés au sein de cette école? C'est pas un peu entrer dans le système? Mais non, mais c'est quoi Sciences Po? C'est la machine à fabriquer les gauchistes? On n'a pas le droit d'avoir des opinions différentes? C'est quoi? C'est le dernier endroit où la démocratie n'aurait pas le droit de s'exprimer? C'est comme inquiétant pour une école qui est censée fabriquer les élites de demain. Donc cette petite leçon de démocratie, à mon avis, leur fera pas de mal. On va regarder ensemble 3 images. Je vous laisse commenter. Voilà, 3 images dans l'actualité, évidemment. Tout d'abord, regardez. Alors ça, c'est le candidat qui en ce moment fait un carton aux États-Unis dans la primaire américaine. Est-ce qu'on va voir l'image arriver? C'est Donald Trump. Qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce qui vous inspire, cet homme? La persévérance, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il cherche à jouer un rôle important, et peut-être une difficulté pour ses adversaires. Mais politiquement, enfin sur le plan des idées, il y a des choses qui vous rapprochent? Non, mais je veux dire, je sais pas. Non, mais encore une fois, ce sont les élections américaines. Je laisse les Américains choisir leur candidat. Ça me paraît légitime. Deuxième image. Vous avez lu Paris Match cet été? Non, mais bon, moi, j'ai jamais été une adepte de la pipolisation de la vie politique. Par conséquent, je ne crois pas que ça fasse une voix pour M. Sarkozy, ça. Certaines sources disent qu'il aurait déclaré que la primaire se jouerait sur le physique. On est tombé bien bas. Encore une fois, ça prouve que cet homme n'a aucune idée. Je l'ai souvent dit, il n'a aucune conviction et il le démontre aujourd'hui. S'il veut transformer l'élection présidentielle en concours de Miss Monde, je trouve que c'est vraiment rabaissant pour la vie politique. Et puis très méprisant à l'égard des Français qui n'attendent pas ça de leurs dirigeants. Bon, 3e et dernière image. Oui. Ça, on ne le verra plus. Il n'y a que Dieu qui sait si...
un jour, on pourra peut-être à nouveau Si voir c'est la cette fille qui image. répond et pas la personnalité politique, elle répond quoi? Non, mais si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez me faire dire que j'aime mon père Oui. et que par conséquent, je sais pas, oui, pourquoi pas. le comportement du président d'honneur du Front National a été d'autant plus compliqué à gérer. Oui, bien sûr, mais je pense que chacun le sait, ça. Voilà. C'est pas si évident que ça. Dernière question pour vous, Marine Le Pen. Hier, Jean-Christophe Cambadélis, à La Rochelle, a évoqué les relations compliquées entre la politique et les réseaux sociaux. Et le fait que beaucoup de vos adversaires, vos concurrents, disent des bêtises comme ça sur Twitter notamment. Est-ce qu'il a évoqué l'écume du buzz? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour y échapper? Et est-ce que vous tweetez vous-même? Oui, je tweete moi-même, mais c'est vrai qu'il y a une dérive. Pour une fois que M. Cambadélis ne sort pas une sottise énorme, il y a aujourd'hui une dérive, et je crois que chacun doit se mettre autour de la table, peut-être les politiques, mais aussi les journalistes, après tout, pour que l'intégralité de l'information ne soit pas résumée à la polémique ou ne soit pas résumée au buzz. Parce qu'il y a des grands sujets de fond dont les Français attendent que nous parlions. Ils veulent, pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'ils sachent pourquoi ils votent et donc qu'ils sachent que proposent les uns et les autres. Et si on se perd dans le buzz permanent, si on se perd dans la polémique permanente, eh bien, effectivement, on est sur l'écume des choses. Et moi, je veux faire du fond. Et je tenterai toujours, et vous m'avez déjà vu le faire, d'échapper à la légèreté, peut-être pour parler de ce qui intéresse nos compatriotes. Merci Marine Le Pen. Bonne journée à vous. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Alice Darfeuille. Et le gouvernement qui veut se montrer mobilisé ce matin face à la crise des migrants. Pas moins de 2 ministres sont attendus dans la matinée à Calais. Le premier d'entre eux, Manuel Valls, accompagné de Bernard Cazeneuve. Manuel Valls qui a déclaré hier que les migrants fuyant la guerre doivent être accueillis, traités dignement. C'est la rentrée aujourd'hui pour les enseignants. Les élèves, eux, ont encore droit à 24 heures de vacances. Une rentrée marquée par la réforme du collège. Plusieurs appels à la grève sont déjà lancés. Implacable, titre l'équipe ce matin. Le PSG, c'est vrai, domine la Ligue 1 en ce début de saison. Victoire 3-0 hier soir face à Monaco. 4e victoire en 4 matchs. Voilà ces titres que nous développerons bien sûr dans notre journal de 9h. Mais d'abord, le Zap politique avec vous, Christophe.